Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle HDV. Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien toutes et tous. On est dimanche, il y a un beau soleil. J'ai pris du retard sur mon programme de vidéo, mais c'est pas grave. Hier, je suis sortie, je suis partie sur Paris, je suis partie dans les beaux quartiers, je suis partie avenue Montaigne. J'ai mangé une petite pâtisserie à la boutique de Dior au 30. Et après, ce que j'ai fait, j'ai été chez Jimmy Choo et chez Prada. J'hésite entre deux paires, je vais vous mettre les deux photos, mais je pense que mon cœur penche plus pour la Jimmy Choo parce que j'ai un mariage bientôt, pas ici, à l'étranger, d'une de mes meilleures amies. Donc je suis trop contente. Quand vous allez découvrir le pays où je vais aller, vous allez être MDR. Donc voilà, j'ai trop hâte. En tous les cas, Cappuccino, Cappuccinette, c'est le moment de vous poser, de préparer votre petit snack, de vous caler bien comme il faut, de mettre vos écouteurs et de vous laisser guider simplement par ma voix dans cette HDV qui va vous laisser, c'est le cas de le dire, sans voix à cette fin de vidéo. Vous allez voir, vous n'allez pas être prêt du tout. Donc on va commencer cette vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas, si c'est pas fait encore, eh bien de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser un commentaire à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît, et sans spoil, c'est mieux. Si vous voulez spoiler, je vous invite à venir soit me parler directement via Instagram ou soit via Snapchat si vous voulez. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc cette fois-ci, on y va. La chorale, vous vous mettez en place. C'est Marie-Clarence de retour. Et là, et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère, attendez, ça va perturber ça, hein. J'espère que vous êtes bien installés. Donc Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle HDV, je vous emmène. Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Syrie. Donc on est en Syrie et plus précisément dans la ville de Alep en 2008. Donc cette affaire va éclater en 2008, mais on va remonter nous d'un an, c'est-à-dire en 2007. Et en 2007, à Alep, on a une maison familiale dans laquelle vit une jeune fille avec sa maman. Cette famille, elle est composée du grand frère qui, lui, est suivi de 6 autres sœurs. Donc, le grand frère de cette famille et 5 de ses sœurs sont hors de la maison familiale car ils sont tous mariés avec leurs femmes, leurs enfants et leur foyer. Seule vit avec la mère, celle qui va être l'une des principales intéressées de cette histoire, la dernière des petites sœurs qui s'appelle Khitam. Donc Khitam, c'est la dernière de cette grande fratrie, mashallah. Et il faut savoir que c'est une jeune fille qui est très belle, qui est très douce et qui a plein de rêves dans la tête. Bon, malheureusement pour elle, elle a arrêté les études assez jeune puisqu'elle se décrit comme quelqu'un qui n'était pas du tout scolaire et elle n'a pas réussi à trouver un travail. Donc ce qui fait que le plus clair de son temps, elle le passait avec sa mère à la maison, regardant la télé ou bien allant faire des petites siestes, faire le ménage. Et c'était une routine comme ça. Et au fil que les jours passaient, Khitam, elle s'ennuyait et ça l'a saoulé un peu cette vie qui était redondante. Donc elle passe le plus clair de son temps, parfois à parler des heures durant au téléphone avec ses autres amis, soit qui étaient encore étudiantes, soit qui étaient dans le même cas que elle. Et donc elles se comprenaient entre elles puisqu'elles étaient jeunes. Elle parlait de garçons, elle parlait d'amis, elle parlait de beaucoup de choses. Elle rêvait déjà au mariage puisque Khitam m'a dit que voilà, peut-être que se marier, ça allait ouvrir un autre dynamisme sur sa vie et pourquoi pas faire des enfants jeunes encore pour pouvoir les éduquer comme elle le veut, avoir l'énergie de s'occuper d'enfants et tout. Et voilà. Donc le quartier où habite Khitam avec sa mère, il y a une sœur à elle qui habite aussi
dans ce quartier-là et qui s'appelle Siham. Ce qui fait qu'aussi, quand elle en avait marre du téléphone, eh bien, Khitam, elle partait chez Siham et Siham, elle est mariée à un mec qui s'appelle Iham. Il faut pas se perdre dans cette histoire. Même moi, là, c'est un challenge pour moi, mais vous inquiétez pas parce qu'il y a beaucoup de ham, ok? Donc, Siham, c'est la grande sœur de Khitam, la principale intéressée de cette histoire, et Siham est mariée avec un gars qui s'appelle Iham. Et à chaque fois, je vous disais, Siham, elle part chez Khitam, la jeune, ou bien c'était Khitam qui allait visiter sa sœur Siham pour, tuer le temps, passer des moments entre sœurs, rigoler et tout ça. Et il faut savoir aussi, les autres frères et sœurs venaient à la maison, mais Khitam, elle était plus proche de Siham parce que comme elles habitaient le même quartier, donc elles se voyaient plus souvent qu'avec les autres sœurs, etc. Donc une fois, Khitam, elle était à la maison, sa mère elle faisait une petite sieste dans sa chambre et le téléphone, l'ardi, ça veut dire le téléphone fixe, va sonner. Donc Khitam, elle va se lever, elle va décrocher, allô, allô, min ma'ay, genre allô, allô, qui est avec moi à l'appareil, et elle entend la voix d'un garçon, c'est pas la voix de son grand frère, ni de quelqu'un d'autre de sa famille de masculin, elle connaît pas cette voix. Et elle sent que le mec au téléphone, lui aussi, il est perdu parce que, voilà, tout simplement, c'est juste une erreur de numéro. Donc, le gars, quand même, il va lui dire, ah, désolé, je suis pas mais tu t'appelles comment? Et Khitam, elle dit, bah, c'est une erreur, donc ça sert à rien que vous connaissiez mon prénom. Elle rigole. Et bim, elle raccroche. Donc à partir de là, elle repart s'asseoir, elle reprend sa télécommande et elle commence à regarder la télé quand une nouvelle fois, le téléphone fixe va sonner. Donc elle va se relever à nouveau, décrocher et retomber sur le même gars qui s'était trompé. Et donc là, elle comprend pas pourquoi s'il s'est trompé, eh bien, il est en train de la rappeler. Donc le mec rigole et lui dit, tu sais, vraiment, je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que c'était une erreur à la base, mais quand j'ai entendu ta voix, eh bien, je sais pas, je sens que le destin a voulu que toi et moi, on se parle, on se connaisse et qu'on fasse plus ample connaissance. Donc, quand Khitam, elle entend le mec parler comme ça, elle va rigoler. Et pourquoi elle va rigoler? Il faut savoir que Khitam, eh bien, toute la journée, presque tous les jours, en fait, avec sa mère, il y a beaucoup de petites disputes mignonnes, mais quand même des disputes qui, quand elle se plaint, Khitam à sa sœur Siham, elle dit, maman, elle me saoule, toujours elle me crie dessus, toujours si, j'en peux plus, j'en ai marre. Ou bien quand la mère, elle voit aussi à son tour Siham, elle dit, j'en ai marre de ta sœur, elle fait rien, elle veut rien faire, en plus elle m'aide pas, etc., etc. Et donc Khitam, dans sa tête, si elle avait l'opportunité de rencontrer quelqu'un et de se marier et, comme elle lui dit, genre de partir, faire sa vie, eh bien, elle va pas lâcher cette occasion. Au contraire, elle veut trouver quelqu'un pour partir de chez elle. Donc, à partir de là, cette fois-ci, elle va pas raccrocher le téléphone et elle va se mettre aussi à discuter avec ce mec dans l'espoir qu'il soit sérieux et dans l'espoir, eh bien, qu'au bout de quelques temps, il lui parle de mariage, vienne la demander et se marie avec elle. Et donc, ce mec, il se présente et il dit à Khitam qu'il s'appelle Walid. Donc, il commence un peu à la charmer et très vite à la draguer, très vite à vouloir la voir, très vite, il veut aller trop vite, le mec. Donc, Khitam, elle va quand même un peu le calmer. Et à partir de ce jour-là, tous les jours, ils vont se mettre à discuter ensemble au téléphone des heures durant. Mais vraiment des heures durant, que ce soit sur le fixe ou que ce soit dans son portable. Si bien qu'elle va plus calculer comme d'habitude, eh bien la télé, ses séries préférées, aider sa mère comme elle le faisait. Si bien que sa mère, elle va commencer un peu à être soupçonneuse envers elle. Surtout quand elle la voit toujours coller le téléphone à son oreille. Des fois, elle faisait des petites remarques. Ça y est, c'est bon, on raccroche. Et Khitam, en fait, elle avait une technique, puisqu'il faut savoir que la famille de Khitam, c'est une famille très conservatrice. Il n'y a pas d'histoire de « ouais, on est en couple, on se kiffe et tout ». Non, non. Eux, toutes les autres sœurs, elles ont été mariées de manière traditionnelle, c'est-à-dire que d'abord, avant de se fréquenter, la famille du gars qui veut se marier avec leur fille viennent avec leur famille, demandent la main, il y a un fiançailles, là ils se voient et après s'ils sont d'un commun accord, eh bien ils se marient. Et arrive le jour où Walid, il l'appelle et il lui fait la déclaration d'amour et la demande
en mariage, genre je t'aime, je me vois pas avec quelqu'un d'autre que toi, t'es vraiment celle que j'espérais, que je demandais dans mes prières matin, midi, soir, t'es celle que mes parents ont invoquée pour moi, c'est vraiment un truc de fou et je veux pas qu'on tarde plus, je veux vraiment te voir, je veux vraiment venir demander ta main et me marier avec toi. Donc quand Khitam, elle voit que Walid, genre il a fait le premier pas, qu'il est en train de lui faire une décla, et bien à son tour, elle va lui faire une déclaration enflammée, qu'elle est folle de lui, qu'elle n'endort plus, qu'elle arrive même plus à manger tellement qu'elle l'a dans la peau et qu'elle aussi, elle rêve que d'une chose, c'est du jour de leur futur mariage. Et tout ça, dites-vous que c'est à cause d'une erreur d'appel téléphonique qui sont devenus dans une relation comme ça, ils se sont encore jamais vus en vrai. Donc il faut savoir que Walid, lui, il habite pas à Alep comme Khitam, mais il habite à Damas. Et donc, il lui demande si, quand ils vont se marier, ça la dérangerait pas, parce qu'il sait que voilà, elle est attachée quand même, malgré les disputes et tout ça avec des fois les membres de sa famille, elle est attachée à eux, si ça la dérangerait pas de déménager de Alep pour venir à Damas, parce que lui, c'est plus simple pour lui, il a son business là-bas et tout. Et il a peur un peu de recommencer tout à zéro. Et elle lui dit, Khitam, qu'il n'y a aucun problème, mais au contraire et tout, elle partira et puis elle viendra de temps à autre visiter sa famille. Et maintenant, il y a le téléphone, donc voilà, c'est simple. Mais elle ira, comme la musique, j'irai où tu iras. C'est ça dans la tête de Khitam. Donc, au bout de quelques temps, quand même, Khitam et Walid, ils vont se voir en vrai. Mais attention, ils vont se voir en vrai, mais ils vont se voir en vrai de loin. C'est-à-dire que Khitam, elle est debout à côté d'une boutique et que Walid, il est au loin, au debout, à côté d'une autre boutique. Et ils se regardent comme ça. C'était impossible pour Khitam, comme je vous ai dit, sa famille sont respectés, ils sont très conservateurs, très traditionnalistes. Donc, qu'elle va à un date avec un gars et voilà, qui se voit juste tout simplement comme ça, c'était infaisable, surtout que tout le monde connaissait toute sa famille dans la ville et surtout son frère, et tout le monde savait que son frère, il était quand même très dur. Donc, si quelqu'un allait rapporter, ouais, on a vu ta soeur parler avec un mec, Khitam, elle savait que ça allait être chaud pour elle. Donc, elle a dit à Walid, non, il n'y a pas d'histoire, tu veux m'inviter pour un jus, un café. Si tu veux vraiment me voir en vrai, genre on va faire comme je dis, comme ça, comme ça, comme ça. Donc au début, Walid n'était pas d'accord parce que lui, il lui dit non, il faut qu'on se pose à une table, qu'on parle de notre avenir. Là, c'est une question de mariage. Comment ça, comment ça. Et puis après, elle lui a bien dépeint sa famille, comment ils sont et tout. Et que si, genre, ils se font attraper, il n'y a pas qu'elle qui va être dans la sauce. Lui aussi, il va être dans la sauce et encore plus qu'elle. Donc il a un peu paniqué et il lui a dit bon ok, on va faire de la manière dont tu as dit. Donc il s'était donné une heure, un code couleur, comme ils allaient se reconnaître. Ils se sont bipés et après ils parlaient comme ça, elle debout dans un coin, lui debout dans un autre coin, mais au moins là quand ils se parlent au téléphone, eh bien ils se voient. Et pour Khitam c'était déjà très suffisant, ainsi que pour Walid. Et donc Walid, il va faire ce procédé plusieurs fois. Il va venir de Damas, c'est quand même une trotte, c'est 4 heures de route pour venir voir, eh bien, Khitam. Donc, il faut savoir quand même que Khitam et Walid, quand ils se sont vus, malgré que ce soit de loin, comme elle dit Khitam, Walid, il dit à Khitam qu'il a trouvé l'appartement qu'il leur fallait pour débuter leur vie, qu'il avait pas mal de travaux à entreprendre à l'intérieur de celui-ci, qu'il est en train de faire les travaux et que après que les travaux et que tout soit bien réglé, eh bien, il allait venir avec sa famille chez Khitam demander sa main officiellement. Donc Khitam, à partir de là, elle est super contente, super excitée et elle commence à compter les jours pour que ça aille vite et que enfin Walid vienne avec sa famille, qu'ils soient fiancés et qu'ils puissent démarrer les préparatifs de leur futur mariage. Mais un jour, Cappuccino, Cappuccinette, Walid, il va appeler Khitam et Khitam, elle va sentir dans la voix de Walid que Walid, il était énervé. Pas tout de suite énervé, en réalité, genre il était un peu mehsous, genre en gros peiné. Il y avait quelque chose qui le dérangeait, il a envie de dire quelque chose, mais il ne sait pas comment sortir ce qu'il a envie de dire à Khitam. Donc Khitam, elle va lui dire, vas-y, je sens que tu veux me dire quelque chose, mais que tu as du mal, donc vas-y, parle, t'inquiète, dis normal, lance-toi. Et donc, eh bien, il va se lancer, Walid, en lui disant,
j'ai fini l'appartement, il est trop bien meublé, j'ai mis du temps, j'ai mis du bien, je l'ai fait pour nous, je nous y vois déjà ensemble, mais il y a quelque chose qui me dérange. Donc, Hitam va lui dire, mais c'est quoi qui dérange si tu as tout bien fait, quoi? Il lui dit, ce qui me dérange, c'est que, en fait, toi, tu l'as pas vu. Toi, tu l'as pas vu et pour moi, j'arrive pas à accepter que tu l'aies pas vu, que tu vois pas tout le travail que j'ai accompli pour te faire plaisir et tout. Ouais, ça me saoule, quoi. J'ai envie que tu viennes et que tu le vois. Donc, Hitam rigole, elle dit, ben, ça c'est sûr, Inch'Allah, que je vais le voir, t'inquiète pas, une fois que tu viendras avec tes parents, que tu demanderas ma main officiellement à ma famille, qu'on sera à leurs yeux et bien fiancés en route pour le mariage, eh bien, il n'y aura aucune chose qui pourra, genre, se mettre en travers de notre chemin. Genre, on pourra se voir ensemble, je viendrai avec ma soeur, je serai accompagnée, genre, j'aurai un chaperon quand même jusqu'au mariage, mais voilà, quoi. T'inquiète pas, il reste plus longtemps. Toi-même, tu sais que c'est dans très peu de temps, maintenant, surtout que tu as fini l'appartement, que tu vas venir demander ma main. Et donc là, pour Hitam, Walid, il va avoir une réponse à laquelle il ne s'attend pas, à savoir que il lui dit, genre, il faut que j'attende que jusqu'à que je vienne pour demander ta main officiellement à ta famille pour que tu viennes voir ta future maison. Bah, Hitam va dire oui, c'est la tradition. Voilà, tu sais dans quel pays on vit, tu sais quelle religion on suit, tu sais que les règles, elles sont comme ça. Et genre, je ne me vois pas faire autrement, quoi. Je t'aime, je suis prête à tout pour toi, mais je peux pas mettre ma famille dans la sauce en faisant une dinguerie comme ça. Genre, il s'énerve encore une fois, Walid, et il lui dit, ok, moi je mets de mon temps, je mets de mon argent, je mets mon énergie. Je suis là, je cours partout comme un yinche, en gros, pour tout préparer, pour te faire plaisir, et tu peux même pas faire un petit effort, genre juste de venir, juste jeter un coup d'œil à ce qui est ta future maison. Genre, tu peux pas faire cet effort-là, quoi. Tu crois trop que ta famille, ils vont te couper la tête, ils vont te faire quelque chose et tout. Je sais que c'est toi qui inventes ça. Maintenant, les années ont évolué. Il y a plus de choses comme ça, là, serrer la vis de la manière dont tu veux me faire croire. Dis que, en gros, ça y est, t'es plus intéressé par moi, t'es plus intéressé par nos projets d'avenir ensemble. Et je le comprendrai mieux qu'à chaque fois, tu me ressors la même disquette. Donc là, Hitam est choquée. Elle lui dit, excuse-moi, c'est pas une disquette. Excuse-moi, tu peux venir demander à tout Alep, toute notre famille, elle est connue et moi, je peux pas venir entacher la réputation que ma famille a mis du temps à bâtir comme ça en un claquement de doigts. Tu sais, les gens, ils vont, même si on va rien faire de mal en soi, eh bien, tu sais très bien que les gens, ils aiment bien exagérer, ils vont déformer l'histoire et ça peut entacher à vie, eh bien, la réputation de ma famille et j'ai pas envie de ça pour ma mère, pour mon frère et pour mes sœurs. Et donc, quand Walid, il va voir que Hitam, elle est vexée, mais qu'elle est ferme et qu'elle est claire et que, voilà, elle n'a pas l'intention de déroger aux règles qui lui ont été inculquées, eh bien, il commence un peu à redescendre d'un ton et lui dire, mais non, mais c'est juste que toi, tu veux pas me comprendre. Par exemple, les canapés que j'ai choisis, je nous imaginais dessus, toi et moi, pour leur confort, quand on va regarder des films le soir en mode chill. Ou par exemple, quand j'ai acheté les trucs de la cuisine, j'imaginais les bons petits plats que tu allais me préparer, les bons petits plats que tu me disais toujours que tu allais me faire et tout. J'ai acheté toute une batterie pour te faire plaisir. J'ai même choisi des vases alors que ça, c'est des trucs un peu plus féminins que masculins. J'ai pris même des bougies. Regarde tout ce que je fais pour toi, mais toi, en fait, t'as pas envie de comprendre. Donc là, Walid, il est en train de faire culpabiliser, eh bien, Hitam pour tout ce qu'il a fait pour leur futur couple et tout. Et Hitam, elle commence un peu à se sentir mal vis-à-vis de Walid. Et quand elle veut parler, Walid, il la coupe. Il dit non, ça y est, c'est bon, ça y est, j'ai compris en vérité. Je crois que chez moi, je suis en train de perdre du temps puisque je te demande juste un coup d'œil. Juste un coup d'œil, juste pour me dire merci, j'aime, oui, j'aime ce que... En plus, je te dis genre, en gros, si t'aimes pas, je vais changer, je vais faire à ton goût. Toi, t'es là, tu me mets que des stops, tu me fais mal au cœur, je comprends pas. Et puis Hitam pue, il est comme ça, il parle un peu, même elle sent que sa voix tremblote, presque on dirait, il veut cacher qu'il veut pleurer. Elle commence à se sentir mal, à culpabiliser, elle essaie de trouver des solutions, eh bien, pour lui faire comprendre que voilà, c'est elle qui risque gros dans cette histoire. Et il raccroche. Et là, quand il raccroche, elle essaie de le rappeler, il décroche pas. Bon, les jours, ils passent. Quelquefois, il lui répond, il lui dit allô, mais un allô sec, il est froid, il est distant,
Il est plus comme il est d'habitude. Il répond plus à ses messages comme il avait l'habitude de le faire. Et là, Khitam a commencé à déprimer et à culpabiliser et à se sentir vraiment mal. Khitam, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est simple, Cappuccino, Cappuccinette. Elle va rassembler ses pensées dans sa tête et elle va se dire, de toute manière, au final, quoi qu'il, moi, je suis déjà dans ma tête mariée avec lui. Et il va venir dans quelques temps demander ma main avec sa famille. Donc, en vérité, même si je vais jeter un coup d'œil, ça, il n'y aura rien de grave. C'est juste un coup d'œil. Regardez comment il a meublé. Changer s'il y a des choses à changer. Au moins, quand je viendrai en mode arous, en mode marié, j'aurai la maison que je veux, selon mes goûts aussi. Et je m'y retrouverai. Ce sera plus simple et bien pour s'installer dans une vie à deux que moi aussi, j'ai à l'intérieur de cet appartement des repères. Donc, elle commence à réfléchir, eh bien, à aller voir cet appartement. Et donc, Khitam, elle va appeler Walid. Vas-y, tu veux vraiment que je le voie? Et lui, il lui dit, mais oui, bien sûr que je veux que tu le vois. Je veux que tu vois tous les efforts que j'ai fournis. Je veux que tu vois comment je l'ai meublé pour toi et moi, pour notre future vie, pour nos futurs enfants. Je veux vraiment ça. Et toi, en fait, tu m'as cassé dans mon élan, tu m'as cassé dans mon délire et tu m'as fait mal au cœur. Parce que genre, en gros, tu m'as trop mis un stop violent, quoi. Donc, elle lui dit, Khitam, mais je te rappelle déjà quelque chose. La maison que l'appartement que tu as fait là, il n'est pas à Alep, il est à Damas. Entre Alep et Damas, c'est à 4 heures de route. Ça, pour moi, en gros, c'est un voyage. C'est même pas genre juste aller jeter un coup d'œil et revenir vite. Comment tu veux que je fasse? Donc Walid, il va lui dire, comment ça, comment tu veux que je fasse? C'est simple, ma belle. Tu prends le bus qui va à Damas et moi, je t'attendrai à l'arrêt du bus, à la gare routière. Je te prends. Tu regardes l'appartement, tu fais un tour, tu me dis ce que t'aimes pas, est-ce que les peintures c'est bon ou c'est pas bon. Tu me dis tout ce que tu veux que je fasse, tout ce que tu veux que je change. Une fois qu'on a fait notre petit tour, on peut manger ensemble, enfin pour la première fois au restaurant et bien nous poser, parler, choisir une date pour que ma famille vienne à ta famille. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, tu reprends le bus normalement comme tu es venu de Alep et tu reprends le bus de Damas, retour maison chez toi à Alep. Il n'y a rien de difficile. Et là, Khitam, elle est morte de rire. Elle dit à Walid, genre, mais là, t'es sérieux? Tu veux que je disparaisse genre 10 heures de chez moi, de ma ville à 4 heures de chez moi, moi qui ne vais même pas à 5 minutes de chez moi toute seule, sans surveillance ni rien. Tu veux que je disparaisse durant 4 heures de ma ville? J'ai jamais été au-delà de 5-10 km, pas plus. Et toi, tu veux me faire carrément changer de ville à 4 heures de chez moi, toute seule, je connais personne et tout. Il lui dit, comment ça tu connais personne? Tu connais moi, Inch'Allah, tu vas connaître ma famille, etc., etc. Donc là, Khitam, elle rigole. Elle dit, moi, je suis incapable. Je peux pas prendre le bus toute seule. J'ai jamais fait ça. Je sais pas comment on fait. Je vais me perdre. Je vais me retrouver, elle lui dit, à Moscou. Je peux pas. À partir de là, Walid dit, mais c'est que ça, genre, ton problème, le fait de venir à moi toute seule. Et Khitam, elle va lui faire comprendre que oui, parce qu'en gros, elle avait peur d'entreprendre un voyage comme ça pour quelqu'un qui est vraiment tout le temps casanière, qui est jamais sorti sans un membre de sa famille faire quelque chose comme ça. Pour elle, c'était la folie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, pardon, Walid? Il va lui dire, écoute, simple. C'est moi, je vais venir, je vais prendre le bus de Damas. J'arrive à Alep, à la station. On se croise là-bas. On monte dans le nouveau bus, toi et moi, direction Damas. Une fois qu'on est à Damas, le programme qu'on a dit, on le fait. Et si tu veux, même le soir, je repars avec toi de Damas, je te ramène. Moi, je dormirai bien, à Alep dans un petit hôtel. Et au matin, je rentre à Damas. Est-ce que comme ça, c'est bon? De là, il y aura un silence de la part de Khitam. Elle va réfléchir. Et elle va dire, ok, khalas, baji. Genre, en gros, c'est bon, ça y est, je vais venir. Et là, Walid, il est content, il en peut plus. Il lui dit, ok, je suis trop content. Enfin, tu m'as respecté. Enfin, je t'ai fait un peu de peine. Purée, j'ai galéré pour que tu acceptes. Surtout que je fais tout ça pour tes beaux yeux, ma belle, je te rappelle, pour notre vie. Donc, voilà, là, je suis vraiment content. Ok, bon, on dit pour demain. Et là, Rita m'a dit, non, pas comme ça. Je peux pas demain, voire après-demain. Ok, parce qu'il faut que je prépare ma famille. Et je vais disparaître genre 10 heures
de ma ville. Genre, en gros, doucement, laisse-moi le temps de préparer et tout. Donc, il lui dit, ok, bah vas-y, après-demain, tu me trouveras à 6 h du matin. Je vais voyager, genre, je partirai tôt le matin. Tu vas me trouver là-bas et après, on part ensemble à Damas. On fait ce qu'on a à faire et je te ramène le soir chez toi à Ali. Donc, une fois que Ritam et Walid, ils sont d'accord pour leur date, Ritam, elle va voir sa mère, elle lui dit, écoute maman, j'ai une copine à moi, elle va avoir une demande en mariage, elle m'a demandé de l'aide pour l'aider, pour la conseiller, pour préparer avec elle tout ce qui devait préparer pour leur maison et tout. Donc je vais passer toute la journée, je pars tôt le matin jusqu'à peut-être très tard le soir, donc t'inquiète pas et tout, je suis chez ma copine. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour toi? La mère, elle dit, il n'y a pas de problème, ok, t'oublies pas de m'envoyer quelques messages et quand je t'appelle, tu réponds. Elle dit ok et elle part, elle envoie un message à Walid, elle lui dit écoute j'ai dit à ma mère et alhamdoulilah, genre en gros normalement tout va bien se passer. Donc à partir de ce moment là passe le jour du lendemain et arrive le fameux jour du surlendemain. Donc durant tout ce trajet là, Ritam et Walid, ils en peuvent plus, ils sont main dans la main, ils se regardent en bleu des yeux, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Il y a même des gens dans le bus qui les prennent déjà pour un couple qui est marié ou de jeunes mariés, tellement qu'ils sont en mode tourtereau, dans leur bulle et tout, où il est en train, Walid, de la remercier, de la confiance, que voilà, c'est un grand geste, qu'il n'oublierait jamais ce geste qu'elle a fait pour lui, parce qu'elle sait que voilà, sa famille, ils rigolent pas, ils sont conservateurs, qu'il n'y avait jamais personne dans sa famille qui avait osé faire ça et qui oserait peut-être plus tard encore le faire. Et que c'était vraiment quelque chose voilà de ouf qu'elle venait de lui prouver là l'amour qu'elle avait pour lui. Et bien Ritam, elle écoute même pas ce que Walid il est en train de lui dire. Elle veut juste que le voyage s'éternise pour que le bus ne s'arrête pas, pour qu'elle reste main dans la main avec son Walid, qu'elle le regarde dans le blanc des yeux et elle en peut plus. Elle veut juste une chose, c'est arriver, voir l'appartement, lui dire que c'est bien et parler vite du fiançailles et du mariage parce que maintenant elle est sûre de ses sentiments envers lui et tout se propage pour le mieux. Donc après 4 heures de route, ils arrivent enfin à Damas. De là, il récupère sa voiture qu'il avait laissée à la gare routière Walid. Elle monte à l'intérieur vraiment en mode couple. Il roule. C'est la première fois, comme je vous l'ai dit, pour Ritam, eh bien qu'elle sort hors de sa ville qui est Alep. Elle est dans une grande autre ville de Damas. Donc elle est émerveillée, elle voit autre chose, elle regarde tout. Et là, elle arrive dans l'immeuble où l'appartement de ses rêves, dans son futur appartement de femme mariée est. Et là, Walid, il descend, il fait le tour de la voiture, il lui dit de ne pas ouvrir la portière, il lui fait comme une reine, comme une princesse, il ouvre la portière, il la fait descendre, il lui tient la main, il lui fait un petit bisou et ils montent ensemble dans l'immeuble, ils rigolent, ils sont bien et il lui dit surtout respire bien, ferme les yeux et fais-moi confiance. Donc elle ferme les yeux, il lui donne les mains. Il met la clé dans la serrure, il tourne la serrure, il ouvre la porte, il la fait avancer, tac, 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 tac. Et il lui dit surtout, tu ouvres pas les yeux. Donc, il lui dit, je vais fermer la porte. Il va, il ferme la porte, mais il la ferme bien, bien, bien comme il faut. Il prend la clé qui est sur la serrure, il la met dans sa poche. Et là, Ritam, elle lui dit, alors, c'est quand je peux ouvrir? Je veux voir. Et il vient devant elle, il lui dit, tu peux ouvrir. Donc là, Ritam, elle ouvre les yeux. Enfin, elle est dans l'appartement qu'il lui a tant vendu, qu'il lui a tant parlé. Elle se l'est imaginé même et tout. Et là, c'est le moment où elle va découvrir en fait tout ce qu'il a fait pour elle et tout ça. Et elle ouvre et là, oui, oh my goodness, what's that? Elle est dans un cauchemar. C'est pas du tout l'appartement que Walid lui a décrit depuis tant de mois. Il n'y a pas le canapé chill où ils allaient passer des soirées ensemble à regarder la télé. Il n'est pas là. En fait, le canapé qui est là, c'est un canapé, on dirait il a fait la guerre 14-18. Le truc, on se demande comment on peut appeler ça un canapé. Dégueulasse, tout est dégueulasse. Il y a un lit, à même le sol, un matelas, un vieux matelas comme ça là.
Ça se voit que le lit, il n'a pas été lavé depuis, que les draps, ils n'ont pas été changés. C'est abusé. Il y a des vêtements partout, à gauche, à droite, éparpillés. C'est sale, c'est sombre. C'est au dernier étage d'un immeuble. Donc, elle comprend pas. En plus, l'immeuble, il a l'air un peu trop calme maintenant que, voilà, elle est face à ce choc-là. Et il y a Walid qui est mort de rire en face d'elle. Et elle qui comprend pas, elle lui dit genre en gros, mais c'est quoi ça, c'est quoi cette farce? Et là, elle a même pas fini de dire c'est quoi cette farce que le Walid, qu'elle est mettant, va la pousser violemment sur le matelas et va commencer, et je vais pas vous faire un dessin, et bien à l'agresser. Vous savez comment? Donc à partir de là, Khitam, elle fait tout pour se débattre. Elle fait tout pour qu'il ne puisse pas la toucher. Elle fait tout ce qui en sont possible. Sauf que Khitam, par rapport à Walid, il est un peu plus costaud qu'elle. Elle est un peu mince, elle est chétif et elle n'arrive pas. Elle donne des coups de griffe, elle tire les cheveux, elle supplie, elle pleure. Mais en face d'elle, c'est plus le Walid qui lui a vendu du rêve, qui lui parle avec des mots d'amour. Là, les mots d'amour, elles se transforment en mots de haine, en insultes, en choses très, 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 très graves. Et ça choque, eh bien, Khitam, ce qui fait qu'elle s'affaiblit, ça l'affaiblit. Et ce qui fait qu'en fait, elle n'arrive plus, Miskina, la pauvre, à se débattre face à ce monstre, à ce wahsh qui est en face d'elle, qui, voilà, vous savez. Donc à partir de là, eh bien, il va lui faire du mal durant un peu plus de 4 heures. Durant 4 heures, elle est en train de vivre un cauchemar. Et le cauchemar, une fois fini, n'est pas fini pour Khitam. Puisque quand il en avait assez pour lui, il lui dit de se rhabiller. Une fois qu'elle est rhabillée, la pauvre, elle se rhabille avec peine, elle pleure, elle supplie. Elle dit maintenant que tu m'as fait ça, tu vas pas me laisser comme ça, tu vas te marier avec moi et tout. Il lui dit oui, t'inquiète pas et tout, j'ai faibli, t'inquiète pas, viens. Une fois qu'elle est habillée, il la fait descendre et ils arrivent à la porte de l'immeuble et il ouvre l'immeuble, il ouvre le portail de l'immeuble et il prend Khitam par son col et il la dégage de l'immeuble, genre il la jette comme un vulgaire sac d'ordures. Khitam, elle tombe au milieu de la route par terre, elle est choquée, elle comprend rien. Et elle pleure et lui, il lui dit en gros, on se connaît. Alors là, c'était le coup de massue pour Khitam. Khitam a dit, comment ça on se connaît? Après tout ce que tu m'avais, toutes les promesses que tu m'avais dites et tout ça, et ce que tu viens de me faire, genre on se connaît pas. Et il lui dit non, on se connaît pas et t'as pas intérêt à revenir ici. Si tu reviens ici, tu vas voir ce que je vais te faire. Si tu me rappelles, si tu fais, ça y est, en fait, j'ai fini de faire ce que je devais faire avec toi. J'ai mis du temps. D'habitude, avec les autres filles, c'est un peu plus vite. Mais toi, tu m'as tordu. J'étais obligée de faire comme ça là. Mais maintenant, ça y est, j'ai eu ce que je voulais avoir depuis le départ. Et maintenant, j'ai fini, je veux pas de toi et dégage. Il lui a dit vraiment que des grosses dingueries, que des grosses méchancetés, vraiment un type à vomir. Et à partir de là, quand même, Khitam, elle pleure, elle va encore le supplier en lui disant c'est pas grave, genre en gros ce que tu m'as fait, mais tu peux pas me laisser perdue dans ta ville alors que moi je suis jamais sortie, ne serait-ce que plus loin que le bout de mon quartier quoi. Tu vas pas me laisser comme ça, je sais pas où aller, je sais pas ce que je dois faire et tout. Et regardez, il va lui dire quoi Walid? Il va lui dire mais qui t'avait dit de venir? T'aurais pu résister, et t'es venu. Maintenant si tu as voulu jouer la grande, et bien joue la grande jusqu'au bout. Et tu as une bouche, tu as une langue et tu demandes la gare routière et tu te débrouilles. Elle lui dit mais j'ai pas d'argent genre pour payer le ticket. Et il lui dit bah, et il fait comme ça, lui aussi ses poches étaient vides. Il lui a dit j'avais pris l'argent que pour faire le trajet, allez, tu te débrouilles pour le reste. Et là, il rigole, elle pleure et il va lui dire la chose que Khitam, ça va la laisser sans voix. Elle va même pas réussir à lui répondre, à l'insulter, à lui cracher dessus, rien. Il va lui dire de toute façon, maintenant t'es plus une jeune fille. Genre je t'ai pris vous avez compris. Donc si tu dois pour ton bus, bah va faire genre en gros le trottoir et voilà, comme ça tu payes ton billet retour. Voilà, je peux t'aider que comme ça. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte?
Non, vous vous rendez pas compte. À partir de là, il ferme la porte de l'immeuble et il repart comme s'il avait rien fait. De la Khitam, elle se lève, elle pleure, elle est pas bien, elle est choquée, elle a peur, elle est perdue, elle peut aller nulle part, elle sait pas comment elle va faire. Donc Khitam, la pauvre, elle va se lever de la route et elle va marcher. Elle sait même pas si elle doit aller à gauche, elle doit aller à droite, bref, elle veut juste s'éloigner de ce Walid maudit, de cet immeuble maudit, de cette rue maudite, et elle fait que de réfléchir à qui elle peut téléphoner pour qu'on lui vienne au secours. Le problème, c'est qu'elle a aucun proche, aucune famille, ni même aucune connaissance à part Walid à Damas. Donc comment elle va faire? Elle sait pas. Bref, elle se dit, il faut que j'appelle mon frère. Après, elle dit, non, j'appelle mon frère va venir et va me tuer ici, il va m'enterrer quelque part, on n'entendra plus jamais parler de moi. Donc elle dit, c'est mort, je peux pas l'appeler. Elle dit, j'appelle mes soeurs. Elle dit, ouais, si j'appelle mes soeurs, elles vont me terminer. Elles sont encore plus dures que mon frère. Je vais être dans la galère. Si ma mère, elle apprend ça, elle va avoir une crise cardiaque. J'aurai la mort de ma mère sur ma conscience. Mais pourquoi j'ai pas réfléchi? Je tire les cheveux. Elle crie. Les gens, ils la voient, ils la prennent pour quelqu'un qui a perdu l'esprit et tout. Mais à ce moment-là, elle dit qu'elle était vraiment perdue et qu'elle savait vraiment pas quoi faire. Elle était vraiment pas bien. Et elle a dit qu'elle s'assoit sur un trottoir au bord de la route. Elle a pensé même à se jeter sous une voiture, la pauvre, tellement qu'elle avait peur des répercussions, tellement que la trahison, elle était trop forte de la part de Walid et qu'elle s'en voulait. Et là, elle va réfléchir et elle va se dire, il y a une personne de chez moi, de Alep, qui peut m'aider. Cette personne, Cappuccino, Cappuccinette, eh bien, c'est Ihab, le mari de sa sœur Siham. Parce que c'est quelqu'un qui est comme un grand frère pour, eh bien, Khitam. C'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est attentionné, c'est quelqu'un qui paraît, selon Khitam, avoir peur de Dieu et tout. Et à chaque fois, Khitam a dit que Ihab, il prenait, eh bien, sa défense face à sa famille. Et donc, elle s'est dit, Khitam, à ce moment-là, c'est le seul, en fait, qui a l'air d'avoir du cœur et qui pourra avoir de la peine pour elle. Donc, à partir de là, elle se dit, il n'y a que lui qui peut lui apporter le secours. Donc, elle appelle, eh bien, Ihab, il décroche et lui dit, Ahlan, ahlan, Khitam, kifek. Genre, en gros, Ahlan, bienvenue, Khitam, ça va et tout. Tu racontes quoi de beau? Et il voit tout de suite, Ihab, que Khitam, sa belle-sœur, elle est en train de pleurer. Donc, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Après, elle lui dit, écoute, est-ce que ma soeur, elle est à côté de toi? Il lui dit, non, elle est partie vite fait au Hanout à la supérette chercher un truc et tout, t'inquiète, il y a quoi? Ta mère, elle a quelque chose? Elle dit, non, ça n'a rien à voir avec ma mère. Alhamdoulilah, ma mère, elle va très bien et tout. C'est moi, je suis dans une grosse galère, je suis dans un problème et je ne sais pas quoi faire et il n'y a que toi qui peux m'aider. J'appelle mon frère. Vous allez faire la prière au mortuaire sur moi, ça va être janaza. Ou j'appelle une de mes soeurs, ça va être la même. Donc là, Ihab, son beau-frère, commence à paniquer, à lui dire, mais de quoi tu parles? Comment ça? Il se passe quoi? Dis-moi, moi je suis ton frère et tout ça, il y a quoi? Il commence à paniquer. Elle lui dit, Ihab, il faut que tu viennes me chercher. Elle dit, ok, vas-y, t'es où? T'es chez toi ou t'es chez une amie? Et là, Khitam, elle lui dit, je suis ni chez moi, ni chez une amie, et je suis même pas à Alep. Il lui dit, naam, en gros, quoi? Genre, après, il lui dit, mais t'es où? Elle dit, je suis à Damas. Il lui dit, Damas. Elle dit, ouais, Damas, je suis à Damas. J'ai eu un problème et tout. Et j'arriverai jamais à retrouver le chemin toute seule. Tu sais très bien, je sors jamais. Je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de partir aussi loin de chez moi. Donc, s'il te plaît, comme toi, tu connais tout, est-ce que tu peux venir me récupérer? Donc, Ihab, il va lui dire, mais t'es parti faire quoi? Elle lui dit, écoute, quand tu viens, je vais tout te raconter au téléphone. Je peux pas te raconter ça, je peux pas parler de ça, j'ai pas envie. Donc, il lui dit, vas-y. Elle lui dit, par contre, tu dis pas à ma soeur, tu dis à personne et tout, voilà. Elle lui fait jurer, il lui dit, ouais, t'inquiète, je vais rien dire. Donc, Ihab, il se prépare, il attend que sa femme rentre et il dit, ouais, j'ai un pote, il a une galère et tout, je dois aller l'aider. Sa femme, je vous rappelle, c'est Siham, celle qui habite dans le même quartier, là où elle habite Khitam avec sa mère.
Elle dit ok, vas-y, y a pas de problème, tu rentres à quelle heure? Il dit ouais, je sais pas et tout, je t'enverrai un message, ça dépendra de la situation de mon pote. Siham dit ok, et Ihab il part, il va à la gare routière, il prend l'autobus pour Damas, ils se donnent rendez-vous avec Khitam et ils se sont retrouvés et ils repartent à la gare routière pour reprendre le bus direction Alep. Donc une fois qu'ils sont installés dans le bus et qu'il a démarré, lui là avec sa moto, un jour il va me faire une crise cardiaque. C'est bon, j'ai fermé la fenêtre. Donc à partir de ce moment-là, Khitam, une fois qu'elle était montée dans le bus, la pauvre elle faisait que de pleurer. Et elle voulait pas parler. Et Ihab il essayait de la consoler et de lui faire dire en fait il s'est passé quoi, pourquoi elle était à Damas et tout. Elle veut pas parler. Au bout d'un moment, il va tellement lui mettre la pression, elle va dire vas-y, je vais te raconter. Donc elle lui raconte et elle va lui dire écoute, moi si je t'ai appelé déjà Ihab, c'est parce que je te respecte beaucoup et parce que j'ai confiance en toi et je sais que de ma famille t'es le beau-frère le moins dur, le moins difficile et le plus hnin, genre le plus tendre et le plus compréhensible. Les autres sont trop fermés d'esprit, trop aérés et j'aurais jamais pu les appeler. Donc merci déjà pour ça, merci de t'être déplacé et je vais te raconter il m'est arrivé quoi. J'ai connu un gars, voilà. Et on parlait de mariage et il avait préparé normalement un appartement. Il m'a fait vendre du rêve. Une fois qu'il a assisté, j'ai refusé plusieurs fois de venir voir l'appart. Il commençait, je le voyais genre partir de mes mains. Et moi, tu sais très bien, je veux me marier et tout, je veux faire un foyer. J'ai craqué, j'ai inventé un mensonge. Je suis venue le voir. Je suis venue voir l'appartement soi-disant qu'il avait fait pour moi. Et quand je suis arrivée dans l'appartement, c'était pas du tout comme il l'avait décrit. C'était un truc abusé, sale, un taudis. Et à partir de là, je veux pas te faire un dessin. Voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Et après, il m'a jeté comme une merde. Il m'a pas respecté. Et j'étais perdue, je savais pas qui appeler. Tu sais très bien, toi, mon frère, comment il est dur. C'était impossible pour moi, sinon, genre, il allait me tuer. Il va dire crime d'honneur et tout ça. Il aurait tué le mec, j'aurais gâché sa vie à lui, à sa femme et à ses enfants. J'ai pas envie que mon frère se retrouve en prison à cause de mes histoires, ni mes sœurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. À partir de là, Ihab il était choqué. Il regarde Khitam, il n'en croit pas ses yeux ni ses oreilles. Et il lui a dit pourquoi tu m'as pas dit ça là-bas, j'aurais retrouvé le mec, je serais partie, je l'aurais démonté. Il croit qu'il peut appeler les enfants des gens comme ça, les filles des gens comme ça, jouer avec et tout. Non mais t'as fait une grosse erreur Khitam et tout ça, mais vas-y t'inquiète, je te comprends, t'es jeune, ça peut arriver. Bref, maintenant cherche tes larmes, on est bientôt arrivé à Alep. Il faut vraiment quand tu vas rentrer chez toi, tu regardes vraiment ta mère normalement, que tu as un comportement normal, que tu sois souriante parce que voilà, tu lui as dit que tu partais pour une amie qui va se marier. Donc genre tu dois être dans un bon mood et tout ça. Donc s'il te plaît, t'inquiète pas, moi ton secret il est chez moi et ton secret sera bien gardé. Mais s'il te plaît, le mec tu le bloques, tu lui réponds plus, tu le calcules plus. Et t'inquiète pas, Inch'Allah on va trouver une solution et tout. Donc là, Khitam m'a dit comment ça trouver une solution? C'est mort, maintenant je pourrais jamais me marier. Qui va accepter de se marier avec moi? J'ai tout gâché et tout. Il lui dit non, t'inquiète et tout, ça va aller. Juste, toi le mec tu le calcules plus, tu le bloques. Et Inch'Allah, on va trouver une solution. Mais bref, toi, il faut que tu restes normal parce que tu sais très bien que tu es la dernière de ta famille, que tu es observée, que tu es gardée, voilà, comme on va dire, sous cloche. Donc, si ils sentent quelque chose qui n'est pas normal, là, ils vont pousser. Ça peut être grave pour toi et je veux pas que, genre, qu'il t'arrive un problème à cause d'un vieux mec comme ça, un sale type pareil et tout. Donc à partir de là, quand même, il va dire passe-moi le numéro du mec et je vais bien le menacer et t'inquiète pas, genre en gros, je vais régler cette histoire. Donc, elle prend le numéro de téléphone de Walid, elle le donne à son beau-frère Ihab, ils arrivent à Alep, il l'accompagne jusqu'à la maison, elle rentre et elle fait comme Ihab il lui a dit, genre elle rigole, elle parle avec sa mère, elle invente un mensonge, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a préparé et tout. Et après elle dit à sa mère, je suis trop fatiguée, tu m'as bien vu, je suis partie tôt, là je veux juste faire une douche et aller me coucher. Donc elle va dans la douche, la pauvre, et elle est dans la douche, elle pleure, elle se lave, elle se rappelle les images, ça dégoûte, elle est dégoûtée de clochard de Walid et tout ça. Et elle pleure et elle dit heureusement genre qu'il y avait Ihab avec elle. À partir de là, les jours vont passer et quand même, eh bien,
Ritam, elle n'arrive plus à être celle qu'elle était avant toute cette affaire. C'est-à-dire qu'elle ne regarde plus la télé comme elle avait l'habitude, elle n'aime plus manger comme elle avait l'habitude de manger, ni même aller visiter sa sœur, elle est renfermée sur elle. Sa mère, elle voit bien que là, le téléphone, ça a bien diminué et tout. Elle est inquiète pour elle, mais elle dit peut-être qu'elle est dans un bon mauvais mood. Elle a essayé, la maman, plusieurs fois de parler avec elle, lui dire s'il y avait quelque chose qu'elle n'allait pas, si elle avait besoin de quelque chose, si elle était malade même, elle pensait qu'elle avait mal quelque part. Et elle dit que, elle disait à sa mère, t'inquiète pas, ça va passer, ça va passer. Bref, à partir de là, un jour, son beau-frère Ihab, il va l'appeler. Et elle avait l'habitude que ces derniers temps, il l'appelait plus que d'habitude et lui envoyait plus de messages que d'habitude. Parce que voilà, il venait aux nouvelles, il prenait ses nouvelles, à savoir si elle va bien et tout, si ça va mieux, que surtout, il ne faut pas qu'elle monte beaucoup, voilà, qu'elle n'est pas bien, parce que quand même la maman, elle en a parlé à ses autres filles, que sa femme, à Ihab, la sœur de Ritam, Siham, elle lui a dit, ma sœur, je sais pas, la pauvre, elle a quoi, elle est pas bien, moi aussi je sens bien qu'elle a changé, qu'elle est devenue un peu distante, j'espère qu'elle n'a pas un problème et tout. Il a dit qu'il l'a couvert plusieurs fois en lui disant, mais non, laissez-la tranquille un peu, c'est normal, elle est jeune, c'est comme ça, c'est de son âge et tout, mais voilà, genre reste forte, ne montre pas et t'inquiète pas, je t'ai dit que j'allais t'aider et je vais t'aider. Et donc, elle le remercie et un jour, Ihab, il va lui envoyer un message et il va lui dire, quand tu as un moment et tout, il faut que tu m'appelles et qu'on parle de quelque chose. Donc, une fois qu'elle a un petit moment, lorsque sa maman va faire sa sieste et qu'elle ne va pas entendre la conversation, eh bien, elle prend son téléphone Ritam et elle appelle Ihab. Et Ihab, il va monter sur le toit de la maison, au stah, et il va dire à sa femme, il va aller fumer une cigarette et tout. Et comme sa femme, il dit, je ne fume pas dans la maison, elle avait l'habitude. Et il monte au stah et il répond à Ritam, sa belle-sœur qui venait d'aider. Et il lui dit, ça va encore et tout, le même blabla depuis l'affaire. Elle lui dit que oui, c'est quand même un peu dur, mais que, alhamdoulilah, avec la prière et tout, elle est en train de se remettre doucement de ce choc, de cette sadma et tout, et qu'elle n'oubliera jamais tout ce qu'il a fait pour elle et tout ça. Et là, il la coupe, il lui dit, ouais, tu sais quoi, je sais pas comment t'annoncer ça, mais je vais le faire de manière un peu subtile et il faut que tu me comprennes parce que je suis un peu quand même mal à l'aise de dire ce que j'ai à te dire et tout. Donc, il faut vraiment que tu me comprennes parce que je sais que tu es une fille intelligente et que tu vas comprendre vite. Donc, Ritam, elle pense au début qu'il va lui parler genre de Walid puisqu'il avait pris le numéro de téléphone et que voilà, il va lui dire ce que Walid lui aurait dit par la suite. Mais que nenni, écoutez bien Cappuccino, Cappuccinette, il va lui dire quoi? Il lui dit, tu sais, il y a des gens, quand ils ont trop de biens, et ils ont peur pour les biens, eh bien, ils préfèrent partir à la banque, prendre un coffre, mettre tout ce qui est de valeur, bijoux, papier, argent, etc., déposer tout dans ce coffre, fermer le coffre, et même payer la banque pour que tous les mois, en fait, ils surveillent leur bien le plus précieux. Donc Ritam, à partir de là, elle comprend pas pourquoi il lui parle de banque, de biens précieux et tout. Elle comprend pas et tout. Et Ihab, il rigole puisque elle lui dit, ah ouais, en gros, quel est le rapport en fait? Je sais pas de quoi tu me parles. Ihab, sois un peu plus clair et tout, si tu veux que je te comprenne quoi. Et donc Ihab, il va lui dire tout simplement, eh bien, pour toi, Ritam, je suis ce coffre. Et je suis cette banque. Et là, Ritam, elle comprend sans vouloir comprendre parce qu'elle est choquée. En mode, elle va lui dire comment ça? Genre, tu es mon coffre. Tu es le coffre de quoi, genre? Et là, elle comprend. Et lui, il va lui faire comprendre en lui disant, je suis le coffre de ton secret. Et si tu veux, Ritam, que je garde ton secret bien caché en moi, et bien maintenant il va falloir payer comme à la banque. Et là, Ritam, elle tombe de 1000 étages. Elle lui dit, Ihab, genre en mode là, t'es en train de me racketter, t'es en train de dire que je dois te payer pour que tu gardes mon secret, à savoir ce qui m'est arrivé avec le chien de Walid. Et là,
Il lui dit, bah oui, c'est normal, écoute, c'est un gros secret, et moi, si je peux quand même en tirer parti, parce que tu sais que j'adore jouer aux chevaux, que j'aime trop faire des paris, et que l'argent parfois vient à manquer, donc si toi, tu peux me passer cet argent qui me manque pour me faire plaisir, bah pourquoi je vais me priver en fait? Et sache qu'en gros, moi, attends, je t'aime, hein, Hitam, t'es ma belle-sœur, tu es comme ma petite sœur, Hitam, en plus, merci, tu m'as fait confiance, donc voilà, je sais que je suis pas n'importe qui pour toi dans ton cœur, tu me respectes beaucoup, tu me fais confiance, et il est normal, c'est tout à fait normal, Hitam, que je demande bien une compensation pour ton secret, et en plus, c'est mieux que tu me payes, puisque, voilà, genre, ne prends pas mal, encore une fois, mais je joue tous les soirs aux échecs avec ton frère au café, et plein de fois, je te jure, je sais pas, sans ma langue qui me pique, j'ai envie de raconter ton histoire à ton frère, mais j'ai peur pour toi, parce que voilà, je sais que ton frère, il rigole pas avec ces choses-là, il est trop dur. Et après, je me dis non, je vais pas te faire un coup comme ça, je vais te proposer cette solution, et à ce moment-là, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux prendre le risque que ton secret soit dévoilé et que toute votre famille, ainsi que tous vos voisins, toutes vos connaissances ne vous respectent plus, et voilà, avoir des gros problèmes qui peuvent même faire que tes sœurs divorcent de leur famille, puisque les belles familles ne vont pas accepter d'avoir voilà, dans leur lien une fille, eh bien, aux valeurs un peu douteuses. Et là, il rigole, et Rita me pleure, elle est choquée, et il continue, Ihab, ou bien tu me payes et moi je sais tenir ma langue. Une fois que j'ai de l'argent et tout, je sais tenir ma langue, puisque après tu me payeras à chaque fois, et donc je serai gagnant à chaque fois, et tout comme toi en fait. Donc voilà, je te laisse quelques temps pour réfléchir et tu reviens vers moi. Et Rita m'a dit, mais comment ça quelques temps pour réfléchir? Tu sais que j'ai pas fini mes études, tu sais que j'ai pas de travail, qui dit pas d'argent, donc comment tu veux que je te paye? En gros, il y a Ihab. Et là, il lui dit, écoute, ta sœur Siham a la langue bien pendue. Je suis au courant que lorsque votre père est mort et que l'héritage a été fractionné, que toi aussi tu as eu une belle part, mais que ta mère a acheté des bijoux en or dans lesquels elle a caché l'argent de l'héritage pour toi dans ces bijoux-là. Donc, si tu pioches bien parmi ces bijoux, à chaque fois, tu m'en donnes un. Et moi, j'irai le vendre à un bijoutier et je récupérerai derrière l'argent. On va faire comme ça. Genre, en gros, je suis pas un traître. T'inquiète pas, j'ai bien tout calculé. Donc là, Rita m'a dit, t'es sûr? Il lui dit, je suis sûr. C'est à toi de voir. Tu vas pas quand même me mettre la pression à moi alors que je t'ai aidé et que je détiens la chose qui peut te détruire en une fraction de seconde. Il suffit juste que j'ouvre ma bouche, que je termine même pas, que je dis juste que je suis partie, que je dise à ton frère que je suis partie récupérer sa sœur à Damas à plus de 4 heures chez un gars et qui lui arrivait ça, que lui, pour lui, il va pas comprendre en fait qu'il t'est arrivé une agression dans sa tête parce qu'il est trop arrivé pour comprendre ces choses-là, mais juste il va comprendre que tu as perdu ta virginité et que lui, ce sera une question d'honneur. Et tu sais ton frère comment il est. Donc là, Hitam, elle tremble la tête aux pieds, elle est pas bien, elle vomit même, Cappuccino, Cappuccinette, de la peur et de la pression dans laquelle il est en train de la mettre. Et bien, Ihab, et la pauvre, elle va dire, ok, ça y est, j'ai compris. Genre, en gros, j'ai bien compris que tu rigoles pas, j'ai bien compris que tu vas me racketter, et j'ai bien compris que j'avais pas le choix. Donc, elle va se donner rendez-vous avec lui, elle va commencer à piocher tout doucement, et bien, chaque jour dans ses bijoux, et à donner, eh bien, à Ihab pour le faire taire, jusqu'à ce que la pauvre, eh bien, elle n'ait plus aucun bijou. De là, elle dit à Ihab, j'ai plus rien, j'ai tout vendu. Elle lui montre, elle lui prouve. Il lui dit, moi, c'est pas mon problème. Si tu veux que je me taise et que je raconte rien et que je parle pas, il faut que tu continues à me payer. Mais elle dit, avec quoi? J'ai plus rien. Mab gali wale shay. J'ai plus rien. Il lui dit, c'est pas mon affaire. Donc là, Ihab, il rigole pas. Et Rita, elle sait pas quoi faire. Elle va commencer à réfléchir, la pauvre. Et qu'est-ce qu'elle va faire au final? Elle va commencer, dites-vous, à prendre dans les bijoux de sa mère. Et dans les bijoux de sa mère, il y a des bijoux qui datent des arrière-grand-mères, des arrière-grand-tantes, des bijoux vraiment de valeur et qui sont coûteux, qui sont rares et qui sont demandés auprès des bijoutiers.
Et c'est des choses qui sont travaillées, c'est du travail d'avant, c'est pas comme maintenant, c'est quelque chose de valeur. Mais la pauvre, à chaque fois qu'elle prend un truc à sa mère, elle pleure en elle-même, elle s'en veut, mais elle a tellement peur que son secret il éclate et des répercussions qu'elle risquerait derrière que, en fait, elle le fait, mais vraiment à contre-cœur. Elle descend, elle donne à Walid à chaque fois ça et elle est dégoûtée de lui et lui il prend et lui dit t'inquiète, on se revoit très très vite. Et là, encore une fois, Khitam, elle a vidé une nouvelle fois les bijoux à sa mère. Et heureusement pour elle, sa mère ne calcule pas trop ses bijoux. Et donc, elle ne s'est pas rendue compte que sa Samsonite là était vide. Donc, à partir de là, il faut que vous disiez, Cappuccino, Cappuccinette, que Ihab, il raquette durant 8 mois, Khitam. À partir de là, il continue, Ihab, à lui faire du harcèlement moral, à la faire paniquer, à venir même s'asseoir dans le salon chez Khitam et sa mère, que Khitam, il lui prépare un café. La belle-mère est en train de parler avec Ihab, pensant que c'est un garçon modèle, gentil et tout. Et Ihab, lui qui est juste là pour faire peur et comprendre à Khitam qu'il n'est pas en train de rigoler, qu'elle a intérêt de lui trouver quelque chose à vendre ou de l'argent, parce qu'il en a besoin. Et elle avait décidé ce jour-là de plus laisser faire Khitam par Ihab. Donc Ihab, lui, il était venu ce jour-là pour lui montrer que lui aussi, il n'allait pas lâcher l'affaire. Donc après lui avoir donné sa tasse de café, elle s'assoit, Khitam, elle le regarde et lui, il la regarde et lui sourit, il lui dit devant, il y a la mère qui est là, ils font vraiment un truc d'hypocrite, ça va, oui, et toi, tatati, tatata. Et là, Ihab qui se tourne vers sa belle-mère, il lui dit, ah, si tu savais ma tante, les filles de maintenant, c'est plus comme avant. Toutes les histoires que j'entends, les filles qui sont soi-disant de bonnes familles, conservateurs, avec des valeurs. Si tu savais tout ce que j'entends, il y en a qui se sont laissés berner par des garçons. Et puis la mère de Khitam qui dit à Ihab, oh non, tais-toi. Parle pas de ça ici, ne ramène pas le malheur sur ma maison. S'il arrive des choses à ces filles, c'est elles qui l'ont cherché. Moi, j'ai pas pitié. J'aurais pas rigolé avec ça. Nous, on a été élevés dans le respect, dans les traditions, dans les valeurs, dans ci, dans ça. Et Ihab dit, mais moi, je suis d'accord avec toi. Heureusement, ma tante, que tu as élevé tes filles comme ça, toutes. N'est-ce pas, Khitam? Et Khitam, elle est là, elle transpire. Elle dit oui, vous avez raison. Et après, elle envoie un message à son beau-frère. Elle dit, ça y est, c'est bon, tais-toi, je vais te ramener de l'argent. Et lui, il lui répond, c'est ça. Reste une bonne fille, en gros. À partir de là, elle lui ramène, elle convient d'un rendez-vous. Et elle lui ramène un truc qu'elle a trouvé et qui était pas mal onéreux. Et elle va le donner et elle dit à Ihab, maintenant, passe, khalas, stop, ça y est, j'ai vendu tous mes bijoux. J'ai vendu tous les bijoux de famille de ma mère. Je suis en train de, un petit peu là, à chaque fois, gratter la maison. Je lui dis, j'ai tout vendu. Tout ce qui est dans notre maison, tout ce qui était de valeur, je te l'ai donné. Et s'il te plaît, maintenant, laisse-moi tranquille. Et arrête ça parce que j'ai plus rien. J'ai plus rien. Donc là, il lui dit, t'inquiète pas. Quand je suis venue, j'ai bien vu que voilà, il n'y avait plus rien et tu m'as fait mal au cœur même. Et là, elle commence à respirer. Rita m'a dit, ça y est, c'est bon. Ces 8 mois de cauchemar vont se terminer. Ce que Walid, il avait commencé là, Ihab, ça y est, il l'a fini. Et là, il la regarde et il a un sourire là qui est pas halal pour Khitam. Il a un sourire un peu vicieux, un peu mauvais, trop mauvais, qui cache un truc. Et donc, elle est mal à l'aise face à ce sourire-là et ce regard-là qu'il est en train de faire, Ihab envers elle. Et il va lui dire, bon, j'ai réfléchi. Puisque tu peux plus me payer genre avec des bijoux ou des choses à vendre pour que derrière je récupère de l'argent, je propose, que tu me payes autrement. Donc, elle fait comme ça. Et lui, il lui dit genre autrement. Et il la regarde de la tête aux pieds avec un sourire dégueulasse. Et là, elle comprend. Et je pense que vous avez compris aussi. Cappuccino, Cappuccinette. Genre en gros, passe
du temps avec moi en tête à tête, on fait des bails, et genre, là, c'est bien. Je ne demanderai plus d'argent, genre, si tu acceptes de te mettre avec moi. Et là, Khitam, elle se donne une claque, et elle fait comme ça avec son oreille, genre, répète, tu parles de quoi là? Tu crois genre, en gros, tu me demandes de coucher avec toi. Donc là, Ihab, il va lui faire comprendre que oui, c'est ça, tu as compris. Donc elle est dégoûtée, elle commence à l'insulter, elle veut même le taper, l'étrangler, lui dire mais ça va pas, t'es le mari de ma soeur, t'es comme mon frère, comment tu peux avoir une pensée pareille contre moi, mais t'es malade et tout ça. Et là, Ihab, il va lui dire mais t'es bien parti avec un étranger, moi au moins tu me connais. Donc là, pour Khitam, c'est trop. Elle se dit non mais attends, j'ai eu un Walid qui m'a vraiment fait vivre l'enfer. Et là, j'ai un Ihab qui est censé être comme un frère qui est en train de parler comme ça. Elle lui dit, tu vas voir, les paroles que tu as dit là, il y a Ihab, si je te fais pas regretter, je m'appelle pas Khitam et je suis pas la fille de un tel et un tel. T'inquiète, tu regardes bien ce que je vais faire. Donc, Ihab, il rigole. Bref, là, elle est choquée, Khitam, et elle part. Mais cette fois, elle rentre pas chez elle. Où elle va? Elle va chez sa plus grande sœur. Elle part chez sa grande sœur, Iham, elle s'assoit, elle est pas bien, elle est agitée. Et Iham, la grande, elle remarque direct sur Khitam qu'elle est vraiment pas bien. Donc elle lui dit, il y a quoi? Il y a un problème avec maman, elle est malade, il y a quoi là? Parce que toi, tu me fais peur. Et directement, Khitam, elle éclate en sanglots. Elle pleure. Ça fait encore plus paniquer, eh bien, Iham. À partir de là, Iham, elle lui dit, non, s'il te plaît, Khitam, s'il te plaît, s'il y a quelque chose, qui est arrivé quelque chose à notre mère, dis-le moi maintenant, mais ne c'est pas comme ça et tout, parce qu'elle commence à pleurer. Elle lui dit, non, juste assis-toi, t'inquiète, je vais tout te raconter. Et là, Khitam, elle raconte à sa sœur Iham tout ce qui lui est arrivé. Du premier jour, comment elle a connu Ali, jusqu'à le jour de la dinguerie qu'il lui a fait, quand il l'a agressé, de comment il l'a jeté, de qui est venu la sauver, son beau-frère, de la dinguerie que maintenant son beau-frère il lui avait fait, qu'elle avait vendu tout pour lui, et de la dernière folie qui est genre en gros, il lui a dit qu'elle doit coucher avec lui pour qu'il maintienne le secret. La grande sœur Iham, elle est choquée, elle mord ses lèvres, comme ça. Elle tord ses mains. Elle dit à sa sœur, mais pourquoi quand tu t'es fait agresser, tu nous l'as pas dit, on aurait trouvé une solution. Même si c'est le mari de ta sœur, ça reste un étranger, il fallait au moins moi m'appeler, j'aurais trouvé une solution et tout ça. Maintenant tu nous as mis dans un grand problème, comment on va faire? Donc Khitam, elle pleure et dit, c'est moi qui va apporter la destruction de vos foyers à vous et mes sœurs, puisque quand vos maris vont être au courant, peut-être eux ils vont comprendre, mais leur famille ils vont pas comprendre. Et c'est moi en fait qui aurais jeté le déshonneur voilà, sur la famille, je sais pas comment on va faire, tatati et tout. De là, Iham, ma grande, elle dit à Khitam, t'es sûr que le beau-frère qu'il a dit il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça? T'es sûr? Elle lui jure, elle lui jouait. Elle lui passe son téléphone. Donc la grande sœur, elle prend le téléphone de Khitam et elle appelle eh bien le beau-frère. Elle lui dit ça va? Elle lui dit ça va, et toi? Elle lui dit écoute, là j'ai ma petite sœur Khitam à la maison, elle est venue me voir, elle pleure, elle m'a raconté tout ce qui se passe, tout ce que tu lui fais subir depuis 8 mois, le stress et tout. Ihab, est-ce que t'es sérieux ou t'es pas sérieux? Et là, le beau-frère il va dire, bien sûr que oui, je suis sérieux, tu crois que je rigole ou quoi? Bien sûr, moi j'ai été ta sœur. Au lieu que tu me dises merci, t'es là, tu me prends de haut, tu parles mal, tu crois que j'ai peur de toi et tout, parle bien déjà, je suis pas ton petit, et écoute-moi bien. Tu sais quoi? Au lieu de la raqueter que elle, maintenant, j'ai décidé. Je vais la raqueter, elle et toi. Mais pas de la manière argent et tout ça. J'ai encore de l'argent. De tout ce que j'ai vendu, j'ai pas mal d'argent. J'ai acquis un petit trésor. Non. Je veux vraiment qu'elle me paye comme de la manière dont je lui ai demandé. À savoir qu'elle vienne coucher avec moi. Mais toi aussi, maintenant, tu es dans la confidence. Alors toi aussi, je veux que tu viennes coucher avec moi. De là, Khitam et sa sœur Iham, ils sont choqués. Ils lui font répéter plusieurs fois. Il dit oui. Il dit il faut que vous veniez, qu'on fasse. Et à chaque fois que je voudrais, il va falloir que vous respectiez. Parce que tu sais très bien, Iham, et bien que ta sœur Khitam, elle est vraiment dans les problèmes. Et je peux vraiment faire détruire toute votre réputation auprès d'abord de ta belle famille à toi.
et que ton mari divorce de toi parce que sa famille vont tellement lui mettre la pression parce qu'ils auront honte, ils ne veulent pas être associés au déshonneur, eh bien qu'ils vont le faire divorcer et sûrement qu'il ne va pas te laisser les enfants. Donc tu vas perdre ton mari, tes enfants, ton déshonneur auprès de la société. Et une fois que toi tu seras divorcé, eh bien tes sœurs qui sont mariées aussi divorceront parce que personne ne va accepter d'être assimilé à une personne comme Hitam. Ça va pas la tête. Tu connais très bien qui sont nos familles. Vous savez très bien pourquoi on s'est marié avec vous. Parce que tout le monde disait que vous étiez des gens bien et tout. Alors imagine que la vérité éclate. Tout le monde va se moquer de vous. Tout le monde va vous pointer du doigt. Tout le monde ne voudra plus vous regarder et vous dire bonjour. Et il rajoute. Donc, il lui dit, arrête de crier, reprends tes esprits et tu as intérêt à faire tout ce que je te dirai. Que ce soit toi ou elle. Parce que je sais qu'elle m'entend puisque je vois qu'il y a le haut-parleur. De là, elle a la haine, Iham. Elle l'insulte de tous les noms. Elle essaye de le rappeler. Mais il ne répond pas. Il lui envoie juste des messages. Demain, rendez-vous à telle heure. Vous deux, préparez-vous bien parce que je sens que ça va être une soirée mémorable. De là, elle insulte et elle réfléchit. Et Hitam, elle faisait que de pleurer, que de demander pardon, que de supplier, que de dire c'est moi qui vais gâter vos foyers, c'est moi qui vais vous séparer de vos maris, de vos enfants, de vos belles familles, c'est moi qui vais jeter le déshonneur sur nous tous. Je ne sais pas comment la famille va réagir et c'est sûrement moi qui aurai la mort de maman sur la conscience parce que quand elle va voir que tout le monde se moque d'elle, que tout le monde va parler de la réputation et tout, elle va pas supporter. De là, et elle lui dit tais-toi, laisse-moi réfléchir à trouver une solution là. Tu nous as mis dans un grand bourbier, dans un grand problème, mais t'inquiète pas. D'abord, je vais régler le cas de notre beau-frère là, qui parle comme ça, comme un chien, et après je vais régler ton cas. Passe-moi mon téléphone. Donc, Hitam, elle passe le téléphone à sa grande sœur, et la grande sœur, elle appelle à la chaîne les autres sœurs qui n'étaient pas là. Et elle leur dit de venir sans enfants et sans leur mari, ils doivent parler de quelque chose de très important. De là, elles viennent, et là, il y a toutes les 6 sœurs réunies. Et ils n'appellent pas, eh bien, le Hisham, qui est le grand frère. De là, Iyam, la grande sœur, elle dit à Hitam, appelle vite, eh bien, Hisham, le frère, et dis-lui que maman, elle s'est plainte aujourd'hui, puisque tu veux jamais l'inviter, tu lui proposes jamais, eh bien, qu'elle vienne dormir chez toi, qu'elle passe du temps avec toi et ta femme et vos enfants, et que ça lui faisait mal au cœur, parce que elle le voyait pas assez, et qu'elle avait envie de passer du temps avec lui. Donc, Hitam, elle fait ce que sa sœur lui demande, elle appelle son frère, elle lui dit ça va, elle lui dit écoute, tu dis pas à maman que je t'ai dit, mais aujourd'hui elle était triste, elle a envie de venir chez toi, mais toi tu lui proposes jamais de venir passer la nuit, elle veut passer du temps avec toi et ta femme et les enfants, mais voilà, toi tu la calcules jamais. Donc le frère Hicham, il dit, mais moi franchement la maman elle vient quand elle veut, c'est chez elle, voilà, moi j'ai aucun problème et tout. Et il a commencé à se sentir coupable, parce que voilà, il aimait trop sa mère. Et il a dit, ok, bah vas-y, demain je vais aller. Elle lui dit, attention, Hitam, dis pas que je t'ai dit parce que maman m'a fait promettre et tout. Mais là, je te le dis, genre en gros, pour que tu rattrapes la situation. Le grand frère, il raccroche le téléphone sur Hitam et il appelle sa mère et il montre pas comme elle lui a demandé Hitam, genre qu'il était au courant. Il dit à sa mère, maman, ça va, écoute, demain, s'il te plaît, j'en ai envie de passer du temps avec toi et les enfants. Donc, je vais venir te chercher, on va aller se balader et tout. Et le soir, tu dors et je te ramènerai, genre, si tu veux, demain matin chez toi. Ou bien tu restes autant de temps de jours que tu veux. Donc, la mère, elle était contente. Et à partir de là, une fois que ça s'était réglé, comment elle s'appelle? Iyam, la grande sœur, elle raconte à ses sœurs, eh bien, tout ce qui était arrivé à Hitam. Et Hitam, elle raconte aussi par sa bouche. Donc, toutes les autres sœurs qui ne sont pas au courant de l'affaire, ils sont choqués. Il faut savoir qu'il y a toutes les sœurs, sauf la femme du beau-frère, celle qui s'appelle Siham. Elle n'est pas là. Donc, les grandes sœurs, elles commencent à insulter Hitam, à lui crier dessus, à lui dire tu nous as mis dans les problèmes, mais d'abord pourquoi tu nous as pas dit, on aurait réglé, il fallait pas dire à lui, tu sais pas que les hommes c'est tous des vicieux, tatati, tatata, bref, là la grande sœur dit c'est pas le propos, là il faut trouver une solution parce qu'on risque toutes, nous qui sommes mariés et à regard de Hitam, eh bien d'être divorcés
que nos belles familles demandent à leurs fils de nous divorcer et de prendre les enfants. On va tout perdre et je vous parle même pas des commérages de quartier qui risquent d'atteindre maman dans son moral et dans sa santé, et ce qui fait que ça peut même la tuer parce qu'elle va pas supporter que les gens parlent sur nous ou sur ses filles, sur son éducation, sur notre père, sur tout le monde. Ça va faire un gros problème. Donc il faut qu'on trouve une solution. C'est pour ça que je vous ai réunis et surtout aucune de vous ne parle à Siham, qui, je vous rappelle, Cappuccino Cappuccinette est la femme du beau-frère qui est en train de leur faire toutes ces dingueries. De là, toutes les sœurs rentrent chez elles, même Hitam, et sa mère, elle est en train d'attendre pour lui dire qu'elle était contente, que son frère, elle ne sait pas pourquoi il l'avait appelé, et qu'au final, il avait décidé, finalement, eh bien, de l'inviter à venir passer du temps en sa compagnie avec sa femme et leurs enfants, qu'elle allait passer un très bon moment et qu'elle avait hâte. Et elle dit à sa fille, toi aussi prépare-toi, comme ça tu viens avec nous, ça va te changer un peu de la maison et ça va un peu te faire du bien. Donc Hitam, sa sœur Hiam, elle lui avait dit, quand tu vas rentrer, c'est sûr que maman va te demander de l'accompagner. C'est notre frère Hicham, il faut que tu trouves un mensonge à lui dire pour pas y aller. Donc Hitam a dit à sa mère, il n'y a pas de problème, je viendrai avec toi. Par contre, toi, tu pars avant, parce que moi, tu te rappelles ma copine qui prépare son mariage et tout, je dois aller l'accompagner, elle va faire des essayages de robes et tout ça. Ça risque de prendre du temps. Donc, directement, quand on finit de tous ces rendez-vous, je viendrai te rejoindre directement chez mon frère Hicham. C'est bon pour toi? La mère a dit, ok, ça aussi, c'est une solution. Donc, arrive ce fameux jour, Hicham, il vient, il prend sa mère, il salue sa sœur et il part. Au même moment, quelques minutes après, arrive la grande sœur Hiam et elle dit à Hitam de monter, de se préparer, de se laver, de se faire vraiment belle et tout, de se mettre vraiment sur son 31, puisque le beau-frère n'arrêtait pas de leur envoyer des messages disant qu'il allait parler. Alors est-ce qu'elle s'était décidée à passer une nuit avec lui ou pas? Et donc, Hiam avait répondu sur le téléphone de Hitam que oui, qu'elle avait même trouvé une solution pour éloigner sa maman quelques heures de la maison, qu'ils allaient avoir la maison que pour eux et que voilà, il peut venir quand il veut, qu'elle est en train de se préparer et tout pour lui, tatati tatata. Donc, il est content, Ihab, et il dit ok, j'arrive. Donc, elle est prête, la Hitam, elle est plus belle que jamais. Sa sœur, elle a mis de l'encens dans la maison, genre comme s'ils avaient un mariage et tout ça. Et là, arrive le beau-frère, il sonne à la porte et qui lui ouvre, c'est Hitam. Et Hitam, quand il lui ouvre, Hiam, elle avait dit, tu lui fais un bel sourire, tu te mets belle, tu le mets à l'aise et tout ça, et tu le fais rentrer à la maison et t'inquiète. Elle lui a ouvert la porte, elle lui dit Ahlan, genre bienvenue, tafaddal, rentre, elle ferme la porte derrière lui, Hitam, et il commence à faire quelques pas dans la maison. Quand on va surgir devant lui, eh bien, Hiam, la grande sœur. Sauf que la grande sœur, Cappuccino Cappuccinette, quand elle apparaît face au beau-frère, eh bien, elle apparaît avec dans ses mains un couteau de cette taille. Et quand il se retourne, Hitam, elle a aussi un couteau. Et Hitam va lui mettre un coup dans le dos en même temps que la grande sœur qui va lui mettre un coup dans le ventre. Sauf que pour le beau-frère, c'est pas fini encore pour Ihab, puisque les autres sœurs, hormis Siham, vont surgir et elles aussi sont menues de couteaux et le tuent à leur tour. Et quand il a voulu crier, eh bien, le beau-frère pour appeler à l'aide et demander du secours, la grande sœur lui avait fermé la bouche et l'avait fait tomber au sol et il était mort. Ça y est, il était foutu. De toute façon, il n'avait aucune solution pour s'enfuir. Donc là, une fois qu'il est étalé au sol avec les couteaux partout en lui, les sœurs, elles sont choquées de ce qu'elles viennent de faire. Seules parlent et reste genre la tête froide, et bien la grande sœur Iham. Et là, Iham, elle voit que ses sœurs elles sont en panique, elle commence à leur crier dessus, à leur dire c'est pas le moment de paniquer, maintenant il faut réagir à annoncer cette nouvelle à notre frère. Donc la grande sœur elle prend son téléphone et elle appelle son frère Hicham, qui lui est chez lui tranquille avec sa femme, son épouse et sa mère, et ils sont en train de kiffer leur life. Quand il répond, il trouve que Iham, elle a une voix un peu bizarre. Surtout qu'elle va lui dire Ta'al al-bayt.
Genre, viens chez moi, viens à la maison. Il lui dit, quelle maison? Il dit, la maison de maman. Mais maman, elle est avec moi. Et Hicham, elle n'est pas à la maison, elle est chez une amie à elle. Elle lui dit, écoute, viens à la maison de famille, tu comprendras quand tu seras sur place, je ne peux pas parler au téléphone. Bon, il dit, ok. Il raccroche, et la mère, elle dit, quoi, il y a un problème? J'ai entendu que tu parlais de chez moi. Il dit, je sais pas, et apparemment, Hiram, elle est là-bas, et elle dit qu'il y a un problème, et que je dois venir vite, et voilà. Elle dit, j'en suis sûr, il y a eu quelque chose avec Hicham. Je peux pas rester ici, et toi, tu pars tranquillement, il faut que je vienne avec toi. Donc Hicham, il dit à sa mère, bah vas-y, accompagne-moi. Ok, Hicham et sa mère, ils démarrent, et ils arrivent à la maison de la mère de Hicham. Elle ouvre la porte à clé. Derrière, elle trouve qu'il y avait Hicham. Elle lui dit, Hicham, ben tishfi, genre, Hicham, ma fille, qu'est-ce que t'as? Parce que Hicham, elle était toute blanche, toute pâle, elle avait transpiré. Et ça se voit qu'elle était pas bien. Et elle ferme la porte, et elle les fait avancer. Et là, il voit toutes les sœurs, mises à part Siham, qui sont là. Et en bas, il voit le cadavre, eh bien, de Ihab, mort avec les coups de couteau. Et Iham qui va parler et qui va dire, on l'a fait. Donc là, la mère, elle est choquée. Hicham, il est choqué de voir son beau-frère comme ça. L'autre, elle voit son beau-fils au sol. Il y a du sang partout. C'est quoi ça? Donc, Iham, elle va parler. Elle va dire, écoute, ton beau-frère, ton beau-fils, il respectait pas Hicham. Il lui a dit de coucher avec elle. Il lui a envoyé des messages trop graves, des choses écœurantes. Ils n'ont pas parlé à ce moment-là du fait qu'il détenait, eh bien, Ihab, un secret contre, eh bien, Hicham. Ils ont tenu ça, ils n'ont pas dit, puisqu'ils ne voulaient pas que le frère il soit au courant. Donc le frère il dit, comment ça? Il t'a envoyé des messages et tout, pourquoi tu ne m'as pas dit, pourquoi tu ne m'as pas parlé? J'aurais réglé ça autrement et tout. Là, vous avez fait un meurtre, vous avez fait une dinguerie. Bref, maintenant, ce qui est fait est fait. Passez-moi mon téléphone. Il lui repasse son téléphone et elle appelle Siham, la sœur de celui qui est mort devant eux. Donc Siham, elle arrive, elle lui dit, tu viens sans les enfants, sans personne. Il y a un problème avec maman? Non, il y a un problème. Elle lui dit, écoute, quand tu vas venir, tu vas savoir. Elle arrive à son tour, Siham, il la fait rentrer pareil. Quand elle voit le corps de son mari avec les couteaux, elle s'est évanouie direct, Miskina. Quand on revient à elle, eh bien, il y a toujours son mari, donc c'était pas une hallucination. Il est devant, il est mort, et apparemment, c'est ses sœurs qui l'auraient tué. Et là, la grande sœur, elle raconte, comme elle a dit à Hicham, le frère, et à la mère, pourquoi ils avaient fait ça. Bref, elle est choquée, et elle pleure quand même. Et là, elle lui dit, la grande sœur, écoute, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, c'était un chien, tu pleures pour un chien comme ça, qui voulait dormir avec ta petite sœur, avec ta grande sœur, qui était un chien. Pleure pas pour lui, écoute ce qu'on va faire. Donc à partir de là, elle dit, le corps, il faut qu'on le fasse disparaître. Donc son grand frère Hicham, il lui dit, toi tu crois que tu es dans les experts ou tu es dans une série américaine. Comment tu veux qu'on fasse disparaître un corps? Un corps qui, c'est une personne qui a une famille. On ne peut pas le faire disparaître comme ça. Tu crois que c'est facile? Elle dit, écoute, en haut, sur le toit de maman, il y a un grand conteneur d'eau. Et il est vide. On va prendre ce conteneur. On va mettre dedans son corps. Et ensuite, on va aller l'enterrer et on va le sortir discrètement. Personne ne va nous griller. Le grand frère rigole. Il dit, ok, vas-y. Et tu veux aller l'enterrer où? Genre, les gens, tu crois qu'ils vont pas remarquer quand on va creuser? Elle lui dit, j'ai entendu que tu faisais des travaux chez toi dans ton garage, que tu refaisais le sol de ton garage. Donc il dit, oui, mais c'est quoi le rapport? Elle dit, bah le rapport, c'est que on va aller l'enterrer chez toi, dans ton garage. Donc là, le grand frère Hicham, il part en fou rire. Mais il voit que personne rigole et il voit surtout que sa grande sœur Hiram, elle est sérieuse. Elle dit, je suis pas en train de rigoler, là, c'est pas le moment de rigoler. Et lui, il dit, ah ouais, ok, vous avez toutes des jardins, pourquoi vous voulez l'enterrer chez moi? Il dit, parce que le jardin, les voisins risqueraient de nous voir, alors que le garage, il est couvert. Et personne ne risque de nous entendre, ni de nous voir, quand on va mettre son corps, eh bien, dans le sol. De là, il dit, ok, mais comment tu veux le transporter? Et lui dit, ouais, je te dis le conteneur. Il dit, non, mais par rapport au transport, le ramener le corps chez moi. Et il dit, bah, ton voisin, là, celui qui travaille au marché, il a une pick-up. Et elle est large.
dis-lui de te la prêter, tu ramènes la pick-up, on se démène pour monter le conteneur dessus, ensuite on le ramène chez toi et ni vu ni connu. À partir de là, le frère il s'éloigne, il n'en croit pas, il voit que sa sœur elle a tout préparé. De là, la mère elle se sentait mal, donc ils sont partis la mettre dans sa chambre, ils ont fermé la porte, la mère elle était en état de choc, elle n'arrivait pas à parler, et Iham, elle voit que ses sœurs, elles sont aussi choquées de ce qu'elles viennent de faire ou elles viennent juste de prendre conscience. Donc elle leur dit que c'est trop tard. Maintenant, il fallait que toutes, elles relèvent leurs manches parce que maintenant, il faut qu'ils frottent à mort et qu'ils fassent partir chaque petite gouttelette de sang du corps de leur beau-frère. Donc ils montent chercher le conteneur, ils mettent le frère à l'intérieur de celui-ci, le beau-frère, pardon. Et quand ils ont fini de faire ça, ils l'ont mis dans un coin et ils ont commencé à frotter partout. La grande sœur, elle a pris tous les couteaux, elle les a mis dans une grande marmite avec de l'eau bouillante et des produits chimiques et elle est en train de désinfecter pour faire partir en fait les traces de sang ainsi que les traces d'empreintes. À partir de là, Hicham, le grand frère, il est en train de parler au téléphone avec son voisin pour lui dire qu'il avait besoin de sa pick-up pour transporter des choses importantes de chez sa mère à chez lui et que ça rentrerait pas dans sa voiture, donc il pouvait lui prêter son pick-up. Donc le voisin, il lui dit écoute, ça tombe très bien, je suis pas très loin de chez tes parents là, si tu veux, je peux venir tout de suite et comme ça je peux t'aider. Donc pour le grand frère, c'était pas ça l'idéal, mais il pouvait pas montrer trop que c'était pas l'idéal. Donc il lui dit ok, pas de problème. Donc il va voir Hicham, sa sœur Riyam, la grande, et ils ont tout fini de nettoyer et tout. Et là, klaxonne le copain, le voisin là, qui a le pick-up. Et Iham et le grand frère, ils commencent à porter le conteneur, mais le conteneur avec le corps, il est lourd, parce que le corps, quand il y a quelqu'un qui est mort, il s'alourdit. Et donc, il se démenait pour le porter. Donc, quand il va les voir comme ça en train de galérer, le voisin, il va venir les aider pour soutenir la charge. Et lui-même, il voit c'est lourd, il dit oh là là, qu'est-ce que c'est lourd à l'intérieur, mais qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur de votre conteneur là? Des choses que je dois stocker et tout ça, donc c'est pour ça qu'il est aussi lourd et tout. Donc le voisin il regarde, mais il cherche pas plus à savoir, il dit ok, vas-y, truc, et il remonte une fois qu'il les a aidés à charger ça à l'arrière du pick-up, à sa place au volant, et le frère il monte, il dit ok, je monte avec lui. Donc, dans ce pick-up, il y a 3 places. Et là, Iham, la grande, elle dit non, attends, démarre pas, je viens avec toi. Donc, il monte et il dit à son voisin, attends, ma soeur, elle arrive. Et le voisin, il voit qu'elle est en train de parler avec ses sœurs, il la voit par le rétro. Et Iham, elle voit que ses sœurs, ils allaient partir. Et il dit, elle leur dit, vous allez où là? Ils disent, on rentre chez nous. Les autres sœurs, on a nos maris, on a nos enfants, je te rappelle. Et Iham, elle rigole, elle dit, moi je suis pas mariée, je suis pas d'enfant. Vous allez toutes prendre vos téléphones. Vous allez dire que maman elle est malade, elle se sent mal, elle se sent pas bien. À partir de là, vous allez toutes me suivre. Vous allez toutes me suivre chez notre frère. Pourquoi? On peut pas, tu viens pas avec nous toi directement dans une voiture? Elle dit parce que il faut que je monte avec lui. Tu vois pas comment quand le voisin il doit poser des questions, comment il a bégayé. Donc si le voisin il soupçonne quelque chose et qu'il décide de pousser un peu plus dans ses questions, il risque de craquer notre grand frère. Donc je joue avec lui pour être sûr qu'il tienne sa langue. Et vous appelez vos maris et vous dites que vous allez passer la nuit avec notre mère. De là, il faut savoir, j'ai oublié de vous le dire, pardon, que la grande sœur Iham, elle avait fait aussi appeler à son frère, sa femme, pour lui dire qu'il y avait des gens qui étaient venus de leur famille qui habitent de loin et qu'ils n'avaient pas de place où les loger. Donc il fallait que la femme du grand frère prenne ses enfants et aille avec les enfants chez sa famille à elle durant quelques jours, le temps que leurs soi-disant invités quittent, afin qu'ils soient libres de leur mouvement quand ils allaient faire disparaître le corps. Quand il a appelé sa femme, ça lui a pas paru bizarre et elle s'est doutée de rien, puisqu'elle avait l'habitude, lorsque son mari avait des proches à lui, qu'il leur laissait leur maison. Donc, il l'avait appelée, elle avait dit ok, elle était partie. Donc là, avec le voisin, il y a le frère et la grande sœur qui a fait tout ce plan. Ils démarrent et les autres sœurs vont les suivre. De là, ils ont tout déchargé,
Le Hicham, le frère, il remercie son voisin. Le voisin, il part. Et ils rentrent tous à l'intérieur de la maison. Et venu après les rejoindre, la mère, elle ne voulait pas laisser ses enfants tout seuls. À partir de ce moment-là, dans le garage, ils vont creuser pas mal. Et ils vont ouvrir le conteneur. Ils vont balancer le corps, comme ça, bam, du beau-frère. Et ils vont le recouvrir de terre. Une fois qu'ils ont enterré le beau-frère dans le garage, ils ont lavé le conteneur à fond. Ils se sont tous lavés les uns après les autres. Et ils sont tous réunis au salon, assis, essoufflés, fatigués et pas bien quoi. Et là, il y avait même celle qui a perdu son mari, et bien avec eux. De là, la Iham, elle voit que sa soeur va se remettre à pleurer. Elle lui dit, écoute, arrête de pleurer, cache tes larmes, puisque je te signale que dans 2 ou 3 jours maximum, il faut que tu ailles au commissariat pour déclarer que ton mari, il est parti, il a disparu, tu sais pas, il lui est arrivé quoi. Et c'est là, ma belle, que tu pourras sortir tes larmes. Mais là, c'est le moment où, s'il te plaît, il faut que tu fasses pas de bruit, on est fatigué de ce qui vient de se passer tout simplement. Donc, une Siham, elle arrête une nouvelle fois de pleurer. Elle avait peur de sa grande sœur et elle fait ce qu'elle dit. Et de là, il est un peu plus de 4h30 du matin quand ils vont tous s'endormir les uns après les autres car ils sont fatigués émotionnellement, psychologiquement et physiquement par tout ce qui venait de se passer. Mais ils vont dormir que quelques heures puisqu'à 6h du matin, on va venir frapper à la porte de manière virulente et violente et pas du tout cordiale. Le jour, il n'était même pas encore bien levé dans le ciel. Donc le frère, il va se lever en sursaut et il n'est pas bien, il est en panique, il commence à transpirer. Tout le monde s'est réveillé puisque la personne là qui est en train de frapper, elle va éclater la porte. Donc Hicham, il se lève, il ouvre la porte et il trouve du monde devant la porte de sa maison. Il regarde comme ça et un homme va lui présenter une plaque de quoi? Une plaque de police. Et qui lui dit, est-ce que c'est le domicile de Hicham un tel? Et il dit, en bégayant, Hicham, oui, c'est... Il est où Hicham? C'est moi, je suis Hicham. Vous êtes Hicham un tel? Oui, je suis Hicham. C'est votre maison? Oui, c'est ma maison. Écartez-vous. Donc il s'écarte. Et là, il y a les sœurs et la mère qui sortent. Ah, c'est bien, vous êtes tous ici. Donc, déclinez vos identités. Donc, elles disent toutes qu'elles sont les sœurs de Hicham. Et la dame dit, je suis sa mère. Ok. On va faire un petit tour parce qu'il y a des gens qui se sont plaints de bruit et tout. Et nous voulons faire un petit tour. Donc, ils vont les laisser faire le tour. Ils font le tour, mais les policiers ne trouvent rien. À un moment donné, il y a un policier qui dit, ici, il y a une porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Donc, Hicham, il dit, rien, c'est le garage, mais il est en travaux. Ah, mais quand même, on va vérifier. Et les policiers ouvrent la porte et ils voient effectivement que le garage, il est en zone travaux. Mais surtout, ils remarquent qu'on venait de faire couler du béton, mais que le béton était encore frais. Il n'avait pas pris. Donc, il dit, ok. Et si on va fouiller à l'intérieur du trou, vous avez mis du béton, est-ce qu'on va trouver quelque chose ou pas? Donc, Hicham, il dit, non, vous n'allez rien trouver, je refais juste mon garage. Ok, on va quand même vérifier. Et ils descendent et ils commencent à trifouiller dans le béton. Et là, un policier va lever, un bras. Et il découvre le cadavre, de Ihab, le beau-frère. De là, les policiers disent, vous les arrêtez tous. Donc, la mère, les sœurs et Hicham, on leur passe tous les menottes et ils sont emmenés directement au poste de police. De là, les policiers ils disent, écoutez, c'est mieux que vous disiez tout ce qui s'est passé, puisqu'on a trouvé le corps chez vous. Donc, voilà, ça montre bien que vous êtes les coupables. Mais il nous faut quand même vos aveux et tout pour clôturer cette enquête. De là, on va apprendre que quoi? On va apprendre, Cappuccino, Cappuccinette, que le voisin, quand il avait porté déjà le conteneur, il le trouvait beaucoup trop lourd. Mais ce qui va le conforter dans ses soupçons, c'est que comme sa maison elle est vraiment mitoyenne avec celle de Hicham, et que les murs entre eux sont fins, toute la nuit, il a entendu des bruits de pioches, des bruits qu'on est en train de creuser. Il a entendu des voix, plusieurs fois qui étaient en train de parler entre elles, et surtout
des termes du style « il mérite d'être que dans un trou comme ça, ce chien, ça m'a fait du bien de le tuer, il faut tuer tous les hommes qui sont comme ça, tatati, tatata ». Il a entendu plein de choses comme ça. Donc, n'était pas seul à entendre ça, le voisin, mais aussi sa femme. Donc, le matin, sa femme lui dit « Oh, les voisins, ils ont été bruyants » et puis ils se donnaient des propos un peu bizarres. Je comprends pas pourquoi ils parlaient comme ça et tout. Et là, il va faire un aveu à sa femme en lui disant « Tu sais, hier, quand j'ai été les récupérer, ils ont sorti un baril, ils étaient bizarres, ils transpiraient tous, ils étaient tous pâles, ils étaient pas bien. Et il était lourd. Et j'ai peur qu'il y ait eu en vérité un corps à l'intérieur de ce baril et tout. » Donc la femme, elle dit « Écoute, il est mieux, disons pour toi, que tu partes quand même en aviser, et bien la police, on ne sait jamais, sinon tu risquerais, si jamais c'est un corps ou qu'elles ont effectué un meurtre, et bien que tu sois complice, puisque tu les auras aidés à transporter le corps, peut-être sans le savoir. » Donc il a eu peur, le voisin, quand sa femme lui a parlé comme ça, et il s'est dit « Je vais aller à la police, et s'ils ont fait, bon, ils vont être punis, et si en vérité c'était juste n'importe quoi, j'irai m'excuser auprès d'eux. Et ils me comprendront pourquoi en fait j'ai réagi comme ça. » Mais en fait, il va s'avérer que le voisin, il avait tout raison sur toute la ligne. Donc, à partir de ce moment-là, il va se passer, eh bien, que les policiers, ils vont avoir les aveux de tout le monde, les rôles de tout le monde, et ils vont comprendre que la sœur, c'est elle qui a eu toute cette idée de A à Z. Ils vont être aussi au courant de l'histoire de Ritam, et les policiers vont être choqués et surtout vont lui dire « Mais pourquoi, ma fille, tu n'es pas venue voir la police? Nous, on sert à quoi? Pourquoi personne veut toujours nous faire confiance dans les histoires d'honneur et tout ça? On t'aurait considéré comme notre sœur, comme notre fille et tout. Voilà, il faut venir à la police au lieu de vouloir régler ça de vous-même. Regardez maintenant, vous êtes dans quoi? Dans une grande salade. Vous risquez de prendre de longues années de prison. Alors que si tu étais venu nous en parler en premier, on aurait arrêté celui qui s'est foutu de toi, qui t'a fait ça, et on l'aurait puni et il aurait fait lui de la prison. » Donc Ritam, elle regrette, elle pleure, mais le policier maintenant lui dit « Maintenant ce qui est fait, c'est trop tard. » Donc en attendant les procès, que ce soit la mère, les filles et Hicham, on les met en prison. Arrive le moment des procès, et là les peines commencent à tomber. Donc, Hicham, sa mère, ainsi que la sœur Siham, eh bien, comme eux, ils n'étaient pas du tout au courant de l'histoire, de l'affaire, du projet de crime contre Ihab, ont eu, on va dire, que 3 ans de prison, vu que quand même, la justice leur a dit que vous voulez cacher le corps. En fait, c'est du recel de corps et c'était punissable. Mais la mère, il faut savoir qu'au vu de son âge avancé, elle n'a même pas fait genre 6 mois de prison et ils l'ont fait sortir. Mais Siham et le grand frère, ils ont fait leurs 3 ans. Concernant ensuite les autres sœurs, et la grande sœur Iham et Ritam, ainsi que les autres, ils leur ont donné 20 ans. Mais à Ritam, ils vont aussi lui amoindrir la peine ainsi qu'aux autres. Parce qu'il faut savoir que les policiers ont fait savoir à la justice de quoi était partie cette affaire et demandé à la justice de pouvoir arrêter Walid. Donc la justice leur a accordé ça et ils ont cherché partout ce Walid et ils l'ont arrêté. Walid a reconnu les faits. On lui a dit voilà, à cause de toi tout ce qui s'est passé par la suite et que toi aussi tu mérites de payer parce que à cause de toi il y a quelqu'un qui est mort. Par la suite, lui aussi, ils l'ont mis, je sais plus c'était combien de prison, je vous mettrai ça en commentaire, mais il a eu de la prison par rapport bien au crime qui était le viol contre Ritam. Donc, ils étaient quand même contents aussi, on va dire, l'opinion publique. Et concernant maintenant tout le monde, l'opinion publique ainsi que la justice cherchent à tout faire pour faire vraiment descendre au maximum les 20 ans de prison. Pourquoi? Parce que quand la police va se pencher sur le cas de Ihab, ils vont trouver
que Ihab, c'était pas la seule personne, Khitam, à qui il faisait du mal et à qui il faisait du racket et à qui il demandait de coucher avec lui et qu'il avait bien l'habitude de faire ça. Si bien que quand l'affaire avait éclaté en Syrie et que dans les journaux ainsi qu'à la télé et tout on en parlait, des filles qui ont été malmenées et qui ont été aussi rackettées et beaucoup d'autres choses par Ihab se sont reconnues et ont décidé de parler. Et sont partis apporter toutes les preuves et il y avait énormément de filles. Donc la justice, ils ont reconnu que d'un côté, il avait vraiment un côté noir et méchant et mauvais. Ihab était irrécupérable et c'était vraiment quelqu'un de mauvais. La famille n'avait jamais remarqué en fait sur Ihab qu'il était comme ça. Que pour eux tous c'était un gentil agneau, mais en fait c'était un agneau sous un diable sous la forme d'un agneau. Donc là l'opinion publique et tout ça, ils demandent à la justice que en gros s'ils ont agi comme ça, les sœurs elles ont été solidaires, c'est pour pas tomber genre dans des gros problèmes, c'est pour se protéger entre elles qu'elles ont agi comme ça, la peur de perdre leur foyer et tout, et qu'ils auraient continué à faire du mal, et donc les gens ils avaient fait des manifestations pour que voilà la justice elle soit moindre à leur encontre, parce que lui aussi en gros, pour eux, il avait cherché à en arriver là, quoi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Cappuccino, Cappuccinette, eh bien, les sœurs, elles sont en prison, mais elles sont soutenues et elles sont surtout aidées par des bons avocats que même ils n'avaient pas trop les moyens, les avocats, ils travaillent pour eux gratuitement et ils se démènent et c'est pas des petits avocats, hein, c'est des avocats vraiment haut placés qui cherchent à tout prix à les faire libérer. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette pour cette HDV complètement folle, en rebondissement, riche en émotions et surtout qui nous lèche sans voix. C'est fini cette vidéo. Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire, cette HDV. Vous voyez, quand je vous dis, pour les HDV, je mets un peu plus de temps parce qu'il faut des histoires qui choquent, qui soient poignantes, qui vous laissent sans voix, qui vous laissent perdu, qui vous laissent ouais, j'aurais fait ça, non, moi j'aurais pas fait comme ça, il mérite, non, il mérite pas, qui va vous créer des débats là quand vous allez regarder vos vidéos. Pour une fois, je vais pas vous donner mon avis, je vais vous laisser vous mettre vos avis en ne spoilant pas, mais en disant, eh bien, qu'auriez-vous fait, vous, à la place de Khitam et de ses sœurs? Genre, vous allez écrire en commentaire, j'aurais fait pareil, ou je n'aurais pas fait pareil. Et si vous voulez me dire comment vous auriez fait, je vous invite à venir me le dire par message, soit sur Instagram, ou soit sur mon Snapchat, mais surtout à ne pas spoiler cette histoire, afin que tout le monde aille jusqu'à la fin de cette vidéo et regarde mon travail du début à la fin sans être spoilé. Ok, mais juste vous écrivez, j'aurais fait pareil que Khitam, j'aurais pas fait pareil que Khitam, etc. En tous les cas, ce fut un plaisir de partager cette histoire avec vous. Je vous avais dit que je vous ramènerais une HDV, mais que je vais vous ramener une HDV de qualité et je pense que j'ai rempli un peu le contrat. J'ai hâte de vous retrouver au plus vite. N'oubliez pas mon petit like, de vous abonner, de partager cette histoire et d'en débattre avec vos proches. Quand vous aurez entendu, vous tous, celle-ci, nous, on se retrouve très très vite. Je ne sais pas encore sur quel thème de vidéo je vous ferai la prochaine histoire. Mais j'ai hâte, en tous les cas. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!